Bonjour à tous, ravi de vous retrouver après plus d'une semaine d'absence, puisque j'ai terminé une formation. J'avais vraiment pas du tout le temps de produire d'émissions et il s'est passé beaucoup de choses au cours de cette semaine parce que le Bitcoin est très volatile en ce moment, ça bouge beaucoup. Je vous montre ici à l'écran pour débuter directement dans cette intro le halving. Donc le halving du Bitcoin, c'est dans 26 jours, entre 26 et 28 jours. Voilà, grosso modo, ça veut dire le 20 avril 2024. Donc voici le graphique du Bitcoin en journalier. Le halving, c'est ici, matérialisé par cette ligne jaune. Nous sommes donc un mois avant et on se demande ce qui va se passer pendant ce mois-ci. Est-ce que le Bitcoin va chuter? Est-ce qu'il va monter? Qu'est-ce qui va se passer après le halving sur du court, moyen, long terme? On va regarder l'historique du graphique pour essayer de déduire un petit peu les différents scénarios possibles pour le Bitcoin dans le mois qui vient et bien sûr plutôt l'année qui vient en réalité, tout simplement pour le Bitcoin. Je pense que je vais produire ensuite une deuxième vidéo. Je vais essayer de ne pas faire des vidéos trop longues parce que là j'aurais tellement de choses à dire que si je devais parler des altcoins, du Bitcoin, finalement ensuite des low cap, des petites capitalisations et tout ça, l'émission pourrait durer plus d'une heure. Et bien sûr on va essayer d'éviter, je vais privilégier plusieurs émissions assez courtes finalement que je vais publier en plusieurs jours, je pense aujourd'hui et demain Je vais en faire deux d'affilée, celle-ci sortira aujourd'hui et une sur les altcoins plutôt demain. Pense à t'abonner, à liker si le contenu te plaît, bien sûr. Moi, je vais passer la très courte introduction, à tout de suite. Allez, on est parti. Sache que je te partage un outil que j'ai créé, qui est un tableur qui te permet de savoir où tu en es, combien d'argent tu as, même si tu as de l'argent réparti sur plein de plateformes et plein de cryptos. Je t'en dis plus tout à l'heure, voilà, je vais pas spoiler le début d'émission avec ça, mais concrètement, c'est un outil qui peut t'aider dans tes investissements, notamment parce que ça peut te permettre de mieux choisir quelle crypto acheter, ou à quel moment, en quelle quantité surtout par rapport à ce que tu possèdes. C'est une question de répartition et d'optimisation. Je t'en reparle tout à l'heure. Alors, on débute l'émission avec le Bitcoin, évidemment, puisque ça va être le sujet principal du jour. Je vous montre le graphique du Bitcoin donc en weekly pour commencer. Chaque bougie, c'est une semaine. On voit que le halving se déroulera donc la semaine du 15 avril, puisque le 20 avril, le jour du halving, ça sera pendant la semaine du 15. Voilà, c'est pour ça que vous avez écrit ici 15 avril sur la barre jaune. C'est en fait par rapport à cette semaine. Vous voyez que c'est dans exactement 4 semaines, voilà, un mois précisément, ça va être facile à regarder. On est en train de retracer, le Bitcoin est venu sur une bougie assez extrême chercher les 74 000, et la semaine d'après sur une bougie assez extrême également, chercher les 61 000. Et on s'établit sur le niveau des 65, grosso modo, 64 000 en fait, pour le Bitcoin. Donc peut-être qu'on a touché un top, ça y est, voilà, c'est une question qu'on se pose maintenant. On a vu qu'on est venu s'extraire de cette zone de range qui situait le Bitcoin entre les 44 et les 39 000, dans lequel nous avons navigué très longtemps. On s'en est extrait la semaine du 12 février, pour avoir de nombreuses bougies vertes qui s'enchaînent. Et enfin, en fait, on trouve un point haut. En tout cas, on a l'impression, enfin, de se stabiliser. Et peut-être qu'on peut rester dans cette zone un moment, voilà. Maintenant, on a eu l'habitude de voir sur le Bitcoin, lorsque, effectivement, c'est pas que sur le Bitcoin, sur la plupart des actifs en général, quand on a des mouvements très haussiers comme ça vers le haut ou vers le bas, généralement, derrière, ça se stabilise, certes oui, mais la volatilité reste très importante pendant quand même plusieurs semaines. Donc je ne serais pas étonné de voir encore du mouvement dans les semaines qui viennent sur le Bitcoin, évidemment. D'autant plus que le halving arrive à grands pas et qu'on sait que cet événement est très médiatisé ou du moins très suivi par les investisseurs crypto. Maintenant, si je regarde le Bitcoin en 2013, parce que c'est ça du coup qui va nous intéresser, c'est faire une petite comparaison. Voilà ce qui s'était passé. Je vous montre ici le sommet du Bitcoin, le halving qui avait eu lieu le 11 juillet. Regardez, 4 semaines avant, effectivement, eh bien on avait trouvé un top également. La semaine d'après, on a eu une grosse purge. Vous voyez, c'était assez violent d'ailleurs. On était passé à l'époque des 700 aux 500 $, mais on s'en fiche un petit peu de la valeur, simplement pour vous montrer ce qui s'était passé. Et derrière, vous voyez que le retracement a été quand même assez important. Pendant ces 4 semaines jusqu'au halving, finalement, on a stabilisé. Après le halving, la chute a continué avec la troisième semaine, une autre purge, bim, qui ramène le Bitcoin au 469, finalement sur cet espace précédent de range, et vous allez voir, c'est très important ce que je vous montre par rapport au graphique actuel. Derrière, on se stabilise de nouveau avant d'entamer la réelle hausse et le réel bull run, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que, évidemment, ce qu'on est en train de vivre maintenant, on pourrait appeler ça un bull run déjà. Mais moi, je préfère appeler ça un pré-bull run, parce que le halving n'est pas passé.
On n'est pas dans une phase temporelle de bull run. Bref, si vous avez bien retenu le graphique précédent, il faudrait que je le copie et que je le colle en image à côté. C'est d'ailleurs peut-être ce que je vais faire, simplement pour que vous puissiez vraiment comprendre ce que je veux dire. Donc à droite, le graphique actuel du Bitcoin, avec le halving que je positionne correctement sur la semaine du 15. À gauche, le Bitcoin en 2016, lorsqu'il avait dessiné quelque chose d'assez similaire en termes de graphique. Donc, qu'est-ce qu'on voit concrètement ? Je dis quelque chose d'assez similaire, mais c'est pas exactement pareil. Mais on va quand même noter certaines choses. Le bottom du Bitcoin, c'était 78 semaines avant le halving. Ok ? Si je me positionne 78 semaines avant le halving, nous étions ici. Donc à quelques semaines près, ça correspond au bottom du Bitcoin. Donc ça colle en temporalité. On avait le bottom ici. Là, nous, on a eu le bottom. Ici, c'était plutôt à 74 semaines au lieu de 78 par rapport au halving qui suit. Voilà. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Maintenant, autre chose intéressante. Ici, alors déjà, on a eu quelque chose de différent. On a rangé pendant un sacré moment avant d'avoir une première cassure haussière, alors que là, c'était plutôt un V-bottom et on est monté assez fort, assez vite. Du coup, on a cet espace de prix qui est matérialisé ici sur le Bitcoin, donc le graphique actuel, qui s'est déroulé entre, alors on va regarder ça également, entre 57 semaines et, donc du coup si je prends la deuxième valeur, 26 semaines. Donc si ici je prends 57 semaines, j'arrive par ici, au milieu de ce range, et 26, j'arrive par ici. Donc il y a une sorte de petit décalage. Malgré tout, ce qu'on observe, c'est cet espace de range et cet espace de range qui n'ont pas exactement la même temporalité, on vient de le voir avec ce que je viens de faire, mais qui sont qu'on va comparer l'une avec l'autre. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une neckline ici. C'est quoi la neckline ? C'est la cassure. Lorsqu'on est venu s'extraire de ce range par le haut, eh bien, on a pu par la suite se mettre cette ligne-là pour voir si effectivement ça pouvait être un niveau pertinent. Ça l'a été sur la mèche qui a suivi le halving. 3 semaines après, on est venu la chercher, cette ligne. C'est-à-dire que le Bitcoin était allé très fort, très vite. Alors à l'époque, c'était des valeurs tellement plus faibles que ça fait un peu presque mal au cœur de les dire à l'oral, mais le Bitcoin était venu chercher les 783 $ pour, sur ce retour, toucher quasiment la neckline. Alors si on prend vraiment les mèches, vous voyez, on est venu chercher précisément la neckline en réalité, aux alentours des 466 $. Et bien on peut supposer que le marché fasse la même chose. Je prends la neckline, alors on va essayer de faire quelque chose de précis, à savoir que ça reste un travail spéculatif et qu'évidemment, ce que je suis en train de dire ici ne va pas forcément précisément se produire de cette façon-là. Mais on peut supposer la même chose. Le halving, c'est ici, dans 4 semaines. On peut supposer que nous, on a trouvé le top ici, exactement comme c'était le cas ici à l'époque. On entame une semaine, 2 semaines dans le rouge, on va peut-être en faire une 3e, une 4e jusqu'au halving. Les 3 semaines qui suivent le halving serait baissière avec pourquoi pas une purge qui nous amènerait chercher cette ligne là aux alentours des 31 900 et derrière en moins d'une semaine on réintègre cet espace de prix aux alentours des 46 000 donc vraiment vous voyez cette purge a été très rapide et était vraiment présente juste pour faire paniquer tout le monde, pour faire vendre ceux qui doutaient ceux qui doutaient à la capacité finalement du Bitcoin et des cryptos de performer par la suite. En fait, ça, c'est la bougie de purge avant le bull run. Et on le voit à chaque fois, dans tous les bull runs, on le voit ça. C'est-à-dire qu'on fait vraiment, et pour de vrai, on fait peur à tout le monde. On laisse un doute planer sur le fait qu'en fait, une hausse supplémentaire puisse se produire pour ensuite avoir quelque chose qui explose à la hausse. Je vous montre même pas la suite, c'était incroyable. Puisqu'on est passé de 700, de 400 à 20 000 $. Donc je vous le montre pas. Vous le savez, ceux qui connaissent les cryptos, voilà, 20 000 $ tout là-haut. Eh bien, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de similaire ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est intéressant de comparer ces deux graphiques qui se ressemblent beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut comparer d'autre ? On peut comparer bien sûr le RSI. On voit qu'à l'époque, le RSI, pendant toute cette phase haussière, a fait que des sommets plus hauts que les précédents, jusqu'à ce qu'on trouve le top, avant le retracement dont je parle. Et bien là, c'est la même chose. Le RSI, regardez, il fait des sommets. Même là, sur cette dernière hausse, il a encore fait un nouveau sommet. Donc aucune divergence de dessinée, finalement. Et derrière, en fait, ça n'a pas empêché à l'époque au Bitcoin de faire un moins 40%. Alors justement, je vous dis moins 40% parce que je connais le chiffre, j'ai déjà vu ça plusieurs fois sur le graphique, mais je le refais avec vous, je vous montre. Moins 40%. Voyez, vous le voyez ici, c'est écrit, moins 40%. Je prends le top du Bitcoin. Maintenant, ça va être intéressant de le faire. Parce que ça, je l'ai fait à de nombreuses reprises, en imaginant à chaque fois ce moins 40% se produire, mais j'étais jamais vraiment sûr de savoir où était le top. Là, j'en suis pas sûr non plus, que les 74 000 sont le top, mais la probabilité pour que ça le soit, maintenant, est beaucoup plus importante qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines, etc. Parce qu'on est en train de dessiner des bougies rouges, enfin, en fait. Vous voyez ? Donc, 40%,
En l'occurrence, là, ça ramènerait plutôt aux 44 000. Donc, on le voit ici, il y a clairement une incohérence entre les 40%, donc le pourcentage de hausse et de baisse qu'on appelle la volatilité finalement, et le graphique. Et ça, il y a une raison très précise à cela que je vais vous montrer juste après, puisqu'en fait, ouais, moins 40%, vous voyez, ça fait pas tant que ça. Là, moi, le niveau des 32 000 que je vous montrais, c'est plutôt moins 60% par rapport au niveau actuel. Hein. Donc, c'est vraiment très violent. Ça serait vraiment très violent si ça se passait de cette façon. Maintenant, la différence, elle est claire, c'est que là, je dézoome simplement pour vous montrer ça. Le sommet précédent, donc précédent ce halving-là, en l'occurrence de l'époque, c'était 1150 $. Vous voyez, donc beaucoup plus haut que le niveau sur lequel était le Bitcoin au moment du halving suivant. Alors que nous, on a cassé le précédent sommet, on a cassé la TH. Donc cette hausse-là, elle est violente, elle est extrême, elle est vraiment incroyable en fait en réalité. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bitcoin a pris une puissance importante, une volatilité importante. Il varie de façon très importante. Ce qui veut dire que si ça varie fort à la hausse, on sait que la capacité de variation également à la baisse peut être importante. Donc je ne néglige pas ces 60% de baisse sur le Bitcoin avec ce retour aux 32 000. Maintenant, ce que je vous dis ici, c'est pas pour vous faire peur, c'est pas pour vous mettre dans la tête qu'on va forcément revenir aux 32 000. C'est simplement, et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, hein, c'est simplement pour vous mettre dans la tête, entre guillemets, que si jamais on revient aux 32 000, c'est pas sûr que ça se produise, mais si c'est le cas, c'est pas grave. C'est pas forcément pour ça qu'il faut se dire que c'est la fin du monde et que le Bitcoin, finalement, n'aura pas de hausse. Parce que c'est ce que tout le monde croira si c'est le cas. Si on revient aux 32 000, croyez-moi que tous ceux qui ont acheté pendant cette phase de prix, entre donc les 40 et les 69 000, il y en a beaucoup qui vont revendre à ce moment-là, hein, qui vont se dire mais ça y est, en fait, le Bitcoin, finalement, il ne va pas y avoir de bull run. C'est bon, le bull run, il a eu lieu déjà. 70 000, c'était le bull run. On va revenir aux 20 000, peut-être même aux 10 000, c'est bon, je revends, je ne veux plus faire partie du train. Voilà. Et puis le train derrière, voilà ce qu'il va faire. C'est vraiment pour ça que je vous dis ça. Maintenant, c'est pour ça, il faut bien comprendre que moi, je vends pas forcément mes cryptos sur le niveau actuel. Mais c'est vrai que le contexte actuel me fait hésiter. Ça, il faut le comprendre, c'est que c'est pas facile de prendre des décisions dans l'investissement crypto. Aujourd'hui, je sais pas, moi, si je dois vendre ou si je dois garder mes cryptos. J'avais pas anticipé une hausse pareille, puisque ça s'est jamais produit dans l'histoire du Bitcoin, d'avoir un ATH avant le halving. Donc j'ai pas anticipé ça. J'aurais dû, hein, on doit toujours imaginer tous les scénarios possibles. Mais je vous l'avoue, celui-là, je l'avais pas imaginé. J'avais pas imaginé que le Bitcoin puisse faire un ATH avant le halving. Mais il nous surprend toujours, le Bitcoin. Donc aujourd'hui, c'est sûr, je me pose la question. Est-ce que finalement, ça serait pas judicieux de repasser à minima 30% fiat, enfin stablecoin, et 70% crypto? Alors qu'aujourd'hui, je suis plutôt à 90-10, vous voyez? J'ai quand même récupéré de l'argent, j'ai quand même vendu des cryptos, mais je pense pas suffisamment. Maintenant, on est sur les 65 000. Par rapport aux 75 000 que le Bitcoin a dessiné, on est quand même pas mal plus bas. Le Bitcoin a quand même dépassé les 4 000 $. On a eu le Solana qui a dépassé les 200 $. Donc oui, ça peut faire mal finalement de revendre maintenant. Alors qu'en fait, on était 10, 15, 20% plus haut sur la plupart des actifs. Peut-être même 25 presque pour l'Ether, vous voyez. Mais c'est vrai que c'est toujours le jeu. C'est très dur de vendre un top. Donc ça, il faut le garder également en tête lorsqu'on prend des décisions. Donc je me pose toujours cette question, moi je vous le dis, hein, personnellement, avec mon portefeuille perso, je me demande si je dois revendre ou pas en ce moment. Et le fait de faire ces analyses avec vous, en vidéo, me permet d'avoir les idées plus claires aussi. Parce que je le pose à l'oral. Vous voyez, c'est pas comme si vous étiez devant un écran comme ça, sans parler, et essayer de regarder les graphiques. Moi je suis très auditif. Donc le fait de le dire à l'oral et de m'auto-écouter, ça peut m'aider à prendre mes décisions aussi. Donc ces vidéos sont à la fois pour vous, et à la fois pour moi, ça m'aide aussi à prendre mes décisions. Bon, voilà, ça c'est le graphique du Bitcoin à gauche, on va le remettre en grand, et vous connaissez les objectifs suivants. Maintenant on va parler de choses positives, voilà ce à quoi on peut s'attendre. Est-ce qu'on va voir ce moins 60%? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on va s'arrêter avant? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va s'arrêter encore avant? Peut-être. Est-ce qu'en fait on va monter directement? Ça personnellement j'y crois peu. J'y crois peu, voilà, je le dis. Maintenant ça peut quand même se produire. Les objectifs suivants c'est ça. 80 000, 100 000 $, 120 000 $, et le niveau ultime, selon moi, entre guillemets, parce qu'après, on peut avoir des niveaux bien plus hauts, évidemment, que je n'ai peut-être pas anticipé comme d'habitude, 188 000 $ pour le Bitcoin. Vu ce qu'est en train de dessiner le Bitcoin, c'est-à-dire un ATH avant le halving, en fait, ce niveau, peut-être qu'on va le casser, j'en sais rien, vous voyez les 188 000. Aucune idée, j'ai aucune espèce d'idée de ce qui peut se passer dans le futur. Je suis juste assez enthousiaste parce qu'on est en 2024, parce qu'il y a le halving, et parce que dans l'histoire du Bitcoin,
les halvings se sont poursuivis par des hausses extrêmement importantes. Le Bitcoin, les altcoins, les cryptos en général. Aujourd'hui, je parle que de Bitcoin, vous l'avez compris, mais ça ne sera pas le cas lors des émissions suivantes. On va parler des altcoins ensuite. Je vous montre le crypto Fear and Greed. Ça, c'est intéressant. Fear and Greed. Et après, on va même regarder le Decentrader. Alors, le Fear and Greed est sur les 73. On a touché les 90, me semble-t-il, il n'y a pas très longtemps. 90, c'était ici. Regardez le 5 mars. Le 5 mars, je retourne sur le Bitcoin. On va se mettre en daily. Le 5 mars, 13 mars, 5 mars, c'était quand? C'est quand le Bitcoin est venu chercher les 69 000 en fait. Et qu'en fait, quand on a fait la TH, voilà, la TH, ça a matérialisé clairement un Fear and Greed assez élevé. Mais pas tant que ça, on n'a pas eu de réelle euphorie sur le crypto Fear and Greed comme on a pu le voir sur les autres cycles haussiers, etc. En même temps, on n'a jamais eu de cycle haussier dans cette phase de marché non plus. Donc, on ne peut pas comparer ça avec autre chose. Moi, ce que j'aurais voulu avoir, évidemment, c'est le crypto Fear and Greed du Bitcoin en 2016, en fait. Mais malheureusement, il n'existait pas cet indice. Donc, on ne l'a pas. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut se dire que c'est assez bas aujourd'hui. On revient sur les 72 avec un Bitcoin qui est toujours extrêmement haut. 65 000 $, c'est énorme. Et avec un Fear and Greed qui est simplement sur ses 3/4, même un peu en dessous de ses 3/4, même un peu en dessous. Alors je vais sur Decentrader, mais il n'y a pas grand chose à dire malheureusement sur Decentrader. On voit qu'il y a beaucoup de liquidités vers les 30 000. Donc c'est vrai que si, attendez, je vais dézoomer un petit peu. Je ne sais pas jusqu'où je vais ici. Je vais aller jusqu'au 30. Vous voyez qu'en fait, vraiment, c'est assez pertinent ces 32 000 dont je parlais tout à l'heure, qui représentent, regardez, cette zone de prix. Donc c'est vrai que si on a une sorte de mèche qui vient chercher cette zone-là, on viendrait liquider énormément finalement de personnes. Parce qu'on le voit ici sur Decentrader, vous voyez ces mèches-là crescendo qui sont dessinées à la baisse, ça serait un truc de fou en fait, de revenir vers les 30 000 puisqu'on viendrait ravaler tout cet espace. Et on voit que si on retourne encore plus bas, on a encore des mèches bien plus importantes au 23. Maintenant, je doute qu'on retourne aussi bas, mais revenir chercher tout cet espace de liquidité, ça peut être tout à fait jouable. Voilà. Je le dis, en plus on voit qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité ensuite, 42, 46, etc. Il n'y a pas grand-chose. Et derrière, au nord, on a simplement les 77. Et ça, cet espace, 77, 80 000, finalement, ça matérialise clairement notre premier objectif, en fait, qu'on a tracé ici avec le Fibo, qui se situe par là, entre les 79 et les 81. C'est parfaitement cette zone. Alors je reviens rapidement sur l'outil que je vous partage. Vous avez toutes les infos dans la description de cette vidéo, sous cette vidéo. En fait c'est un outil, les prix des cryptos s'actualisent automatiquement. Vous allez dire voilà, moi j'ai du Bitcoin, j'ai de l'Ether, vous allez renommer par exemple, vous allez rajouter vos propres cryptos. Alors, je vais mettre l'Ether ici pour vous montrer vite fait, Avax, le Doge, SHIB, voilà j'ai les mêmes coins en tête là, je sais pas pourquoi. Et directement vous avez les prix qui s'affichent en dollars et en euros. D'ailleurs petite spécificité pour les cryptos dont les valeurs sont inférieures à 1 centime, ça peut vous afficher 0, mais derrière il suffit de rajouter des zéros pour voir le prix. Et derrière vous allez dire voilà du Bitcoin j'en ai tant sur telle plateforme, vous allez renommer les plateformes, Binance, Coinbase, Metamask, vous mettez ce que vous voulez. Vous allez dire ici par exemple j'ai 0,002 Bitcoin, ici j'ai 0,1 Bitcoin, etc. L'Ether pareil, vous allez dire ici j'en ai 0,5, ici j'en ai 1,2, Avax, Doge, etc. sur vos plateformes. Et ça va faire le récap de tout ce que vous avez, les quantités, les valeurs en dollars de ce que vous possédez, en euros, les pourcentages que ça représente par rapport à votre portefeuille total, la différence de pourcentage que vous avez entre les cryptos et les stablecoins, combien de stablecoins j'ai, combien de cryptos, est-ce que j'ai plus de stablecoins que de cryptos, est-ce que ça vaut le coup d'avoir en ce moment plus de cryptos, dans ce cas-là je vais en racheter, est-ce que j'ai plus d'altcoins que de bitcoin, vous avez le pourcentage également ici en haut à droite, la répartition par plateforme, en fait il y a plein de choses qui peuvent vous aider simplement sur le choix de vos investissements. Et vous avez également un onglet qui vous permet simplement de connaître les plus-values associées à vos reventes. Et ça, c'est très important, notamment pour les déclarations d'impôts, histoire d'être clair aussi, de bien connaître ces plus-values lorsque vous faites des reventes en euros, lorsque vous repassez en euros, bien sûr. Je vous en dis pas plus. Si vous voulez en savoir plus, vous avez une vidéo que j'ai faite, que j'ai créée, que je vous mets ici en haut à droite dans la notification, qui explique beaucoup plus en détail le fonctionnement de cet outil. Et sinon, vous pouvez aller simplement sous cette vidéo dans la description, vous retrouverez finalement le site de Cryptorganize, c'est l'endroit où vous pouvez l'acquérir, cet outil. J'essaye de vous montrer en même temps que je vous parle, mais je ne vais pas assez vite. Voilà la description et voilà le site de Cryptorganize ici. Vous allez dans Tableau et vous retrouvez les différentes offres tout simplement qui vous sont proposées. N'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Je vous souhaite moi en parallèle une excellente journée. Je vous dis à demain j'espère, si j'ai le temps d'enregistrer la deuxième vidéo là directement pour demain. Sinon ça sera lundi. Ciao tout le monde.